Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Et je salue mes camarades de la première heure. Bonsoir Olivier d'Artigol. Bonsoir. Chroniqueur politique. Bonsoir à Jean-Michel Salvatore. Bonsoir Pierre. Communicant et chroniqueur politique. Bonsoir à vous Nicolas Bavrez. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes historien, économiste, avocat. Vous éditez, non pas vous, mais votre éditeur, Sursaut aux éditions de l'Observatoire. Votre constat, c'est que la France est à un tournant. Ça, effectivement, c'était un diagnostic. Vous dites comme à la fin de la Troisième République, ou même comme à la fin de la Quatrième, puisque De Gaulle est arrivé à sortir la France de la torpeur en 58, alors qu'on avait d'une part la guerre d'Algérie et d'autre part, on le dit peu, mais une crise économique également. Vous appelez à un sursaut. Le sursaut, d'accord, mais lequel, Nicolas Bavrez ? Vous rappeliez le général de Gaulle, quand il arrive en 1958, dans ses mémoires, il dit « Je trouve une situation où l'alternative, c'est le miracle ou la faillite ». Et de fait, il y a la guerre d'Algérie, mais c'est aussi un pays qui est en crise monétaire, financière, économique tout à fait grave. Et en moins de 3 ans... On le dit peu ça d'ailleurs, parce qu'on parle souvent des 30 glorieuses, mais en réalité, ça arrivera après. Alors... La décennie 60, c'est la plus belle décennie de croissance de toute l'histoire économique de la France. C'est plus de 6% de croissance, le plein emploi. Il n'y a que le Japon qui fait mieux sur cette décennie dans les grands pays développés. Mais comment on est passé comme ça de l'un à l'autre ? D'abord parce que, ce qu'on oublie très souvent, De Gaulle est arrivé avec l'acquis du RPF. Le RPF est un échec politique, mais les gaullistes ont passé 7 ans à travailler. Et donc, ils ont fait une constitution, ils ont fait une politique économique, ils ont fait une politique de réfléchir à ce qu'ils voulaient faire avec les collectivités territoriales. Et donc tout ceci va ressortir des cartons. Mais De Gaulle a fait, et je parle sous votre contrôle, un plan d'austérité avec Rueff, dont d'ailleurs Pinel ne voulait pas. Donc est-ce que le sursaut aujourd'hui, ça serait aussi un plan d'austérité, même si je sais que vous n'êtes pas d'accord avec moi sur le fait que Gerhard Schröder a instauré l'austérité en Allemagne en 2008. Mais ce que fait De Gaulle, ce qui est intéressant, c'est que si ça n'avait été qu'un plan d'austérité, il aurait échoué. C'est un plan de redéveloppement, parce que d'un côté, on a la rigueur budgétaire, vous avez absolument raison. Mais de l'autre côté, j'ai une politique de l'offre, j'ai le nouveau franc et j'ai l'entrée dans le marché commun. Tout le monde pense que De Gaulle va arrêter instantanément le marché commun. Et De Gaulle dit, non, nous allons y entrer, mais debout. Et c'est exactement ce qui va se passer. Il faut jamais oublier que le démantèlement des quotas et des droits de douane va plus vite que ce qui avait été prévu par le traité de Rome. Donc, et De Gaulle s'en sert comme d'un levier pour moderniser l'appareil de production français. Mais derrière, il y a une politique de l'offre incroyable. L'investissement, c'est 26% du PIB à cette époque-là. C'est d'ailleurs une des raisons de mai 68, c'est que c'est un des rares moments de notre histoire où le curseur de la valeur ajoutée est vraiment allé du côté du capital plus que du travail. Mais un capital qui est un capital productif. Et derrière, il y a l'obsession de reconstruire la France comme puissance. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui frappe, c'est que on est devant le même choix, miracle ou faillite. On a une économie qui est complètement à l'arrêt, une démographie qui s'effondre. On a vu maintenant pour les finances publiques, pendant longtemps, on a expliqué que la dette n'était pas un problème, que soit on la reconduirait, soit elle n'avait pas de limite, soit on ne la paierait pas. Enfin, tout ça est évidemment absolument faux. Si on ne paie pas la dette, c'est l'Argentine. Donc, c'est comme ça qu'on passe. L'Argentine était une des 10 premières puissances économiques du monde. Aujourd'hui, c'est la 30e et les 3/4 de la population sont en dessous du seuil de pauvreté. Mais donc, vous dites, Nicolas Bavrez, qu'on peut y arriver de la même façon que la Grèce y est arrivée. Ça veut dire que, pardonnez-moi, il faut qu'on passe par la case Grèce pour remonter la pente, ou est-ce qu'on y est déjà peut-être ? Non, alors, justement, en fait, les deux questions qui se posent, c'est est-ce qu'on y arrive par nous-mêmes, comme en 58, comme d'une certaine manière en 83, parce qu'en 83, le socialisme dans un seul pays et la relance à contre-courant, on était aux portes du FMI. Et il y a ce qu'on a appelé le tournant de la rigueur, mais derrière, il y a une grande politique de libéralisation, 84-86 et 86-88, que Mitterrand n'a jamais assumé politiquement, mais qui s'est faite en réalité. Donc, est-ce qu'on fait ce modèle-là ? Ou est-ce qu'on fait le modèle grec où, de fait, les réformes sont imposées de l'extérieur par le FMI,
l'Union européenne et la Banque centrale européenne. Tributaire du FMI, de la Banque centrale européenne. Non, mais on n'est pas tributaire comme je rappelle que le plan de restructuration de la Grèce, c'est le plan le plus coûteux, le plus ruineux de l'histoire du capitalisme. Et par ailleurs, c'est moins 25% sur le PIB, c'est 30% de chômeurs. Donc c'est l'équivalent de la crise des années 30. Et puis la deuxième grande question qui se pose, c'est est-ce qu'on y arrive dans le cadre des institutions républicaines ou est-ce qu'on passe par une expérience populiste ou autoritaire ? Alors oui, sur le cas français, donc vous n'êtes pas totalement pessimiste, puisque vous dites quand même qu'un sursaut est possible, mais c'est vrai qu'on a du mal à voir qui pourrait incarner ce sursaut. Et quand on regarde l'histoire politique récente, on se rend compte que finalement, les Français ont toujours préféré les rêveurs aux pragmatiques. Quand on regarde un petit peu, ils ont préféré Mitterrand à Rocard, ça c'est clair. Ils ont préféré Chirac à Barre. Ils ont préféré Chirac à Balladur. Ils ont préféré Jospin à Delors. Donc, est-ce qu'il n'y a pas dans l'esprit français et dans l'état d'esprit français cette espèce de maladie du déni et cette incapacité à voir les choses telles qu'elles sont ? Nicolas Bavret. Vous avez évidemment raison. Quand on regarde l'histoire de la France, ce qui est vertigineux, c'est les hauts et les bas. Et d'une certaine manière, y compris les hommes providentiels du XXe siècle, Clémenceau arrive au pouvoir alors que normalement tout le monde pense que c'est terminé et il arrive une fois qu'on a essayé toutes les autres solutions, y compris les plus improbables. De Gaulle, c'est la même chose. On rappelait 1958, mais en 1958, plus personne ne pense que De Gaulle peut revenir au pouvoir. Et c'est quand on a essayé toutes les mauvaises solutions que la quatrième a gâché elle avait son homme providentiel qui était Mendès France, mais elle s'est organisée pour empêcher son arrivée au pouvoir, et une fois qu'on a fait tout ça, on va vers la bonne solution. L'autre chose, c'est que les Français vous le voyez, réagissent quand le mur est vraiment là. Oui. Et je pense qu'il est là parce que, après tous les discours, on leur a dit, donc la dette, c'est pas grave, vous êtes un grand pays, vous êtes un grand peuple, on a la meilleure santé, on a la meilleure éducation, on a tout ça. C'est Emmanuel Macron, là, ce que vous narrez dans l'histoire très récente. Emmanuel Macron a fait sauter le système, mais c'est un discours qui date de 4 décennies. Et c'est au moment de Mitterrand où on a préféré la satisfaction des Français plutôt que la puissance de la France. Absolument. C'est ce que vous dites, Nicolas Bavret. C'est-à-dire que les 3 premiers présidents de la Ve République sont obsédés par l'effondrement de juin 40 et ils travaillent à la puissance de la France, y compris en acceptant l'impopularité, en allant contre les Français. À partir de Mitterrand, on fait la politique des Français et donc on rentre dans une logique consumériste, clientéliste, qu'on voit d'ailleurs sur la santé, sur l'éducation, qu'on voit aussi sur la gestion de l'économie avec les idées de fin du travail, de fin des usines dans l'industrie, enfin toutes ces idées absurdes. Et on le paye extrêmement cher. Mais aujourd'hui, si vous voulez, il y a une prise de conscience. La pauvreté tout le monde a dit que la France était un pays très riche. La pauvreté, elle se voit aujourd'hui. Elle se voit dans les territoires. Elle se voit chez beaucoup de nos concitoyens. Le fait que la santé ne marche plus, que l'éducation ne marche plus, que les transports ne marchent plus, que le logement est à l'arrêt, que la sécurité ne marche plus, avec un État qui accapare 58% du PIB, ça, tout le monde le voit, le comprend, et c'est pas acceptable. Donc, c'est ce qui crée la possibilité du rebond, et pour le coup, on n'a pas d'homme providentiel, mais on a des Français qui peuvent faire de grandes choses, et ils l'ont montré par exemple lors des Jeux Olympiques. 19h26, on va marquer une pause. Olivier d'Artigol va vous poser une question et on continue le débat dans quelques minutes. À tout de suite sur Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours avec Olivier d'Artigol, Jean-Michel Salvatore, Nicolas Bavrez qui nous fait l'amabilité d'être en direct dans ce studio pour un constat malheureusement qu'on connaît de la France, de ses dépenses, de la dette colossale. Comment est-ce qu'on va pouvoir rembourser cette dette ? On est à 58 milliards de remboursement d'intérêts de la dette par an. On va peut-être être à 80, disent certains économistes, en 2027. Et c'est Olivier d'Artigol qui voulait vous poser une question. Miracle ou faillite, 7 ans d'exercice du pouvoir, marqué, il est vrai, par la crise sanitaire et la crise énergétique. Pour vous, sur le plan économique, de quoi le macronisme est-il le nom ? C'est le nom de la faillite.
c'est vrai qu'il y a eu des choses qui ont été utiles sur le marché du travail, par exemple, sur des petits secteurs de l'économie, les start-up, où beaucoup d'attention a été portée aux investissements étrangers. Chose France. Mais le cœur, c'est-à-dire les entreprises françaises, on s'en est pas occupé. Et si vous voulez, sur les deux facteurs de très long terme d'une économie, il y en a deux, la démographie et la productivité. La démographie, on est quand même tombé à 1,67 enfants par femme, alors qu'on avait une démographie... Alors ça date d'avant Emmanuel Macron, mais ça s'est beaucoup accéléré. On a un taux de mortalité infantile maintenant de 3,8%. C'est 2 fois plus que la moyenne des pays développés. Comment est-ce que vous l'expliquez, ça ? Par l'effondrement du système de santé, l'effondrement de la qualité des soins. On a fait accélérer sur la gratuité, mais en dégradant de manière incroyable la qualité des soins. Il y a une pénurie de médicaments aujourd'hui invraisemblable parce qu'on refuse de les payer. Et l'autre facteur, c'est la productivité. Moins 6% depuis 2019. Tous les grands pays développés ont eu un problème de productivité après la Covid. Mais les États-Unis, c'est plus de 2,5 par an. Donc, ça, c'est vraiment... Et ensuite, quand on prend les grandes données macro, c'est vrai que on est quand même inquiet, puisque la croissance, c'est 0,4 par an, le chômage, il est en train de remonter vers 8%, le déficit commercial, 100 milliards, le déficit, donc, 6,2%, et la position extérieure nette, moins 800 milliards. Quand on prend maintenant la microéconomie, ce qui est quand même frappant, alors c'est encore accéléré par le budget, mais on a réussi à ruiner notre agriculture, qui était quand même la première d'Europe normalement. L'industrie, c'est maintenant 9% du PIB. On nous explique que la réindustrialisation est en marche, c'est faux. On continue à détruire aujourd'hui des sites et des emplois depuis la dissolution. Quand on prend des secteurs comme l'automobile, ils sont en très grande difficulté. Quand on regarde l'énergie, on a réussi, on avait l'énergie décarbonée, l'énergie de la transition. L'État a réussi à saccager ce pôle d'excellence, et donc. Et maintenant, ça nous fie sur la santé. Sur le plan microéconomique, si vous voulez, on a quand même réussi à méthodiquement saper beaucoup on a un pays avec un tas d'atouts et on peut tout y faire. Mais qui a profité de la politique de l'offre alors ? Mais là, c'est une fausse politique de l'offre. D'accord. Si vous regardez, c'est absolument... Les étrangers, les entreprises étrangères qui ont eu, en l'occurrence, des facilités, Nicolas Bavrez, fiscales pour pouvoir s'implanter. La politique de l'offre, le vrai juge de paix, c'est le partage de la valeur ajoutée. Vous avez dit de la valeur ajoutée, il n'a pas du tout bougé en faveur du capital. Donc, il y a deux symboles, mais qui en réalité... à l'échelle macroéconomique jouent peu, c'est la disparition de l'ISF, mais on dit toujours que l'ISF a disparu, mais l'IFI est toujours là, donc en réalité, l'imposition sur le capital, mais dans les secteurs qu'on a massacrés, il y a l'immobilier, avec l'idée que le logement est une rente, mais il faut être, à force de dire que c'est une rente, on n'a jamais aussi peu construit depuis les années 50, et on a une crise du logement absolument majeure. Donc, l'échec, il est patent. Mais il ne s'agit pas tant de... Si vous voulez, sous cet échec, ce qui est intéressant, maintenant, c'est vrai que c'est acté, c'est d'essayer de regarder les moyens de faire mieux. Oui. Or, paradoxalement, arriver à ce résultat avec les atouts qu'on a, c'est une forme de prodige. Donc, remettons-nous dans l'esprit de 45. En 45, on a détruit la moitié du PIB par rapport en 39. Tout le monde pense qu'on va retourner aux années 30, au chômage de masse et à la décroissance. Et en fait, on retrouve le niveau de production de 39 en 2 ans. Et ensuite, on va très très vite celui de 29 Mais par où on commence, Nicolas Bavrez, là, pour remonter à la surface ? On commence d'abord... Un peu comme en 58, on commence avec les idées claires. C'est-à-dire, on arrête de vouloir faire de la grande politique mondiale avec un pays qui est en faillite. Oui. Donc, on remet la France debout. C'est-à-dire qu'on arrête de faire Choose France, on s'occupe des PME, on s'occupe du tissu français, de l'énergie, de l'énergie, des agriculteurs. Absolument. Est-ce que la première réforme, c'est pas le temps de travail ? Parce que finalement, on travaille pas assez, on le sait bien, on l'a vu avec la réforme des retraites, on est toujours aux 35 heures. Quand on regarde les classements internationaux, on voit bien qu'on est quand même plutôt en bas du tableau. Est-ce que c'est pas la première réforme à faire, remettre la France au travail ? Alors, je pense que le travail en fait partie, mais là encore,
il faut pas se concentrer uniquement sur quelque... On doit travailler sur tous nos facteurs de production. Et donc, le travail, évidemment, il y a deux problèmes, le volume et la qualité. Quand on a un système éducatif qui s'effondre, on a une productivité qui s'effondre avec. Donc ça, il faut absolument agir sur les deux. Mais il faut agir aussi sur le coût du capital, parce que c'est comme ça qu'on génère, c'est avec le capital qu'on génère des salaires élevés, contrairement à ce que on dit beaucoup. Il faut travailler sur l'innovation et il faut travailler sur la régulation, parce que tous ces secteurs meurent aussi d'un délire réglementaire quand vous pensez que les malheureux agriculteurs là, qui sont en train de mourir de leur bonne mort, mais il y a des agences et des contrôles qui se multiplient. Sur l'agriculture, justement, vous dites il faut remettre l'agriculture. Moi, je veux bien, mais en attendant, il y a des observateurs qui disent mais dans ce cas-là, il faut qu'on sorte des traités européens, parce que ça voudrait dire que ce qui a été fait jusqu'à présent, pour caricaturer les choses, c'est qu'on a vendu de la tomate espagnole en France parce qu'elle était moins chère. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On coupe et on dit finalement les Espagnols, vous avez payé la même chose. C'est pas, si c'était l'Europe, on prend le problème, Nicolas. Si c'était l'Europe, expliquez-moi pourquoi l'Allemagne et les Pays-Bas maintenant sont des pays qui exportent plus que la France en matière agricole. Et ils sont dans l'Europe aussi. Donc, si vous voulez, il y a une manière, et par exemple la surtransposition, c'est vraiment une maladie française. Et donc, de même qu'on disait, donc on travaille sur tous les facteurs de production et on travaille sur tous ces secteurs. Prenons par exemple l'immobilier, on l'a complètement tué à coups de taxes et de normes. Donc remettons en route, et ce qu'il faut voir, c'est que derrière, il y a du bien-être social. Le fait de casser cette crise du logement, c'est une vraie utilité sociale. Et si on pense qu'on va simplement sortir de la crise du logement en massacrant les propriétaires et en encadrant les loyers et en surréglementant et en surtaxant, ça on connaît déjà la réponse. Hein. Et puis on arrête les aides, c'est ce que vous dites aussi en filigrane. C'est-à-dire que les aides qui sont inutiles, évidemment qu'il faut les arrêter. Et puis, si vous voulez, il y a ce délire des taxes avec les chèques, la taxe ravaudage, sur le vélo, c'est très bien. Moi, je suis ravi de circuler en vélo aussi, mais que l'État, la région, le département, les villes, les intercommunalités aient chacune leur plan vélo, et ça n'a aucun sens. Et franchement, il y a de l'argent qui est vraiment dilapidé. C'est Mendes France, là encore, qui disait qu'il faut travailler sur le niveau de la dépense, mais il faut travailler sur la qualité de la dépense. Et des dépenses inutiles, on en a un paquet. En revanche, les dépenses utiles, on en manque. Sur l'investissement, sur l'innovation et sur l'État régalien. Parce que on l'a fait mourir, l'État régalien. Il représente autour de 4% du PIB contre 34% pour l'État-providence. C'est pas raisonnable. Vous avez rappelé les chiffres de la délinquance. Il y a un problème majeur de violence en France, mais comme dans la plupart des pays développés, il suffit de regarder la campagne américaine. Et la violence, c'est vraiment une arme de destruction massive de la démocratie. Donc il faut absolument rétablir la paix civile dans ce pays. Et pour la rétablir, il faut accepter d'investir là-dedans. Et enfin, sur l'état d'esprit... Et oui, c'est ça peut-être. On n'a pas d'homme providentiel. C'est là le cœur du logiciel. Attendez, parce que moi j'ai envie de faire un peu de provoque là. Bon, vous dénoncez les dénis dans tous les sens. Bon, très bien. Mais moi j'ai l'impression que vous êtes aussi un peu dans le déni. Quand vous voyez le personnel politique et les débats à l'Assemblée nationale, on est très loin de ces constats. Et au contraire, enfin tous les débats qu'on a vus à la fois à l'Assemblée nationale, mais aussi lors des élections législatives et lors des élections européennes, c'était toujours plus de dépenses, toujours plus d'impôts. Et là, on est quand même dans un système avec un personnel politique qui est totalement hors sol. Donc, est-ce que bon, vous faites sans doute le bon constat, mais on n'a pas les bonnes personnes pour résoudre le problème. Vous avez en partie raison, mais je pense qu'on ne peut pas. Non, mais on ne peut pas raisonner à partir de ce qui se passe à l'Assemblée aujourd'hui. Emmanuel Macron, on est obligé de faire avec Nicolas Bavrez. Non, mais c'est désespérant. Il y a le court terme et il y a le long terme. Je m'explique. Emmanuel Macron a pris une décision insensée avec cette dissolution, et donc une décision insensée, ça donne effectivement une assemblée complètement déraisonnable. Donc oui, l'assemblée est une espèce de bulle idéologique, effectivement, dans un pays qui est déjà surtaxé, déjà mettre 30 milliards d'impôts en plus de la part du gouvernement, dont 22 sur les entreprises, c'était pas malin, en rajouter 60, ça veut dire un choc fiscal de 3,3% du PIB sur un pays qui est exsangue, c'est proprement délirant. Je rappelle que 81, c'était 1,5% du PIB. Hein, donc, mais on peut pas raisonner uniquement là-dessus. Et donc, et pourquoi ? Parce que
quand on regarde ce qui s'est passé ailleurs, tous les pays qui s'en sont sortis, et il y en a en Europe du Nord, on en a en Europe du Sud, il y a aussi l'Irlande, ils s'en sont sortis à peu près sur une dizaine d'années. Donc, il faut évidemment de la continuité politique, mais il faut imaginer des stratégies qui soient pas seulement budgétaires, qui soient aussi économiques, et puis il faut rassembler les citoyens. Donc, cette assemblée, son seul intérêt, c'est que j'allais dire, c'est de même que Emmanuel Macron a fait exploser le système, cette assemblée, c'est la pointe avancée du délire français. Donc, si on veut avoir un concentré de toutes les pathologies françaises, on regarde l'Assemblée aujourd'hui. Bon, et c'est aussi vous vouliez de la provoque, vous l'avez, Jean-Michel Salvatore. C'est aussi une forme de pédagogie pour comprendre. Voilà jusqu'où on est allé et pourquoi maintenant il faut s'arrêter. Il suffit d'écouter les débats à l'Assemblée nationale. On va marquer à nouveau une pause, Nicolas Bavrez, et puis comme on est bien chaud là, je pense que vous allez rester encore quelques minutes. Il aurait eu 100 ans cette année. Europe 1 célèbre Charles Aznavour avec le podcast inédit Destins extraordinaires de son enfance à ses débuts jusqu'à sa consécration mondiale. Vous redécouvrez le parcours hors du commun de Charles Aznavour, raconté par Didier Barbelivien, illustré par les formidables archives d'Europe 1. Je travaille pour le public, bien sûr, mais je ne travaille pas avec le public. Par exemple, quand le public tape des mains au milieu d'une chanson, je baisse le ton jusqu'à ce qu'il ne m'entende plus pour qu'il arrête de frapper des mains. Je suis hors de ça. Je n'aime pas qu'on participe à mon tour de chant. Destins extraordinaires, Charles Aznavour, raconté par Didier Barbelivien. Écoutez dès maintenant sur le site et l'application Europe 1. A tout de suite dans Europe 1 Soir. Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Oui, parce qu'il faut quand même respecter les électeurs, quels qu'ils soient. C'est le principe démocratique dans n'importe quel pays. Je regardais votre livre Sursaut, Nicolas Bavrez. Je ne peux pas m'empêcher d'y voir quand même quelques parallèles avec le dernier livre de Philippe de Villiers, Mémoricide, où quand on regarde l'histoire de France, il dit il y a un premier mémoricide avec Robespierre. Ça, c'est la Révolution française, c'est le mémoricide de la chrétienté, la nécessité d'une nouvelle humanité, la fin du sacré ancien, la fin de la famille, du père, etc. Il y a 1968, deuxième mémoricide avec le nouveau roman national, Exit le vieux monde, Fukuyama ensuite dans les années 90 qui se dit que c'est la fin de la guerre, qu'il y aura une paix éternelle grâce à la croissance et grâce au commerce. Et puis aujourd'hui, il y a le wokisme avec une sorte de décolonisation à l'envers. C'est-à-dire que même si vous avez deux trajectoires différentes, Philippe de Villiers, et plus un roman historique, politique, vous avez un roman économique et historique, mais cela dit, est-ce qu'il n'y a pas un problème, ou en tout cas une solution à trouver dans le logiciel commun, qui est celui de qu'est-ce que la France aujourd'hui, comment la faire avancer dans le monde, et tout à l'heure, là, pendant le rappel de titre de Maël Hassani, on rigolait encore de Yacine Bellatar. C'est vrai que c'est risible cette histoire de Yacine Bellatar en survêt qui arrive, qui c'est un pantalon en velours. C'est un pantalon en velours maintenant qui est en vente. A-t-on appris, voilà. Et puis après les services du ministère des Armées qui disent mais il faut qu'on trouve un truc là pour dire et finalement on dit que le cornu a confondu avec le technicien. Alors ça c'est encore. Mais c'est des petites histoires qui rentrent dans la grande histoire, qui font que, on parlait tout à l'heure de la qualité du personnel politique, Nicolas Bavrez, qui fait que tout ça joue ensemble en fait. Ça montre ce qu'on savait déjà, c'est-à-dire qu'au sommet de l'État, aujourd'hui, c'est vraiment un bateau ivre, et donc il n'y a absolument aucun contrôle, et on a vu les débordements, les errements et les contradictions récentes des déclarations en politique étrangère qui le montrent. Mais là encore... Vous parlez d'Israël notamment ? Je parle d'Israël, on a vu la même chose sur l'Ukraine, où on a discuté avec Poutine pendant des mois avant d'envisager d'envoyer des troupes au sol en Ukraine, ce qui a fait frémir d'horreur pour frapper des bases russes. Tous nos alliés. Enfin, donc on a le même caractère insensé sur la politique étrangère que sur la dissolution. Mais si vous voulez, là encore, c'est une histoire morte, c'est terminé. Donc, le problème, c'est de savoir quand et comment Emmanuel Macron finira son mandat, mais on sait que ça se finira pas bien, et que de toute manière, il ne participe pas à l'avenir du pays. Donc, le problème qui se pose à nous, je le répète, c'est est-ce qu'aujourd'hui, on se réinvente par nous-mêmes,
ou est-ce que on passe soit par une expérience autoritaire, soit par une contrainte extérieure, soit par les deux à la fois, parce que l'un sera peut-être couplé à... Vous disiez, il n'y a pas d'homme providentiel du type de Gaulle. Peut-être en connaissez-vous, mais moi j'en vois pas spontanément. Il faudrait un Schröder français, en fait. Mais il y a de la capacité à, si vous voulez aussi, les circonstances peuvent faire que des gens émargent. Regardez d'ailleurs Michel Barnier, c'est très intéressant, personne ne l'attendait, et aujourd'hui, incontestablement autour de lui, et c'est là où je disais, il y a le bruit et la fureur à l'Assemblée qui est complètement décalé de toute forme de réalité, et à l'inverse, on ne sait pas ce qui va devenir de Michel Barnier, mais on sent très bien que dans le pays, il y a une majorité de Français qui sont extrêmement anxieux sur la situation du pays et qui souhaitent la stabilité et qui souhaitent que Michel Barnier arrive à remettre un peu d'ordre et de décence, j'allais dire, dans le système politique. Et s'il y arrive, il pourrait rester, voire grimper d'une marche. Ensuite, on verra, mais s'il arrive déjà à faire ça, il aura bien servi le pays. Ensuite, de toute manière, il faut maintenant qu'on arrive à construire la solution à ces 4 décennies de déclin, parce que de toute manière, on ne peut plus continuer avec la dette. Donc, il va falloir commencer à débattre de ces problèmes fondamentaux et à essayer de trouver des solutions. Et on les trouvera, de même qu'il faut travailler sur toute la chaîne de la production, on les trouvera que de manière collective, parce que c'est ce qu'on avait... Mais collective comment ? Pardonnez-moi, on est en démocratie représentative et vous avez fait vous-même le portrait du personnel politique. Donc, oui, mais au fond des Français, si vous voulez, si vous prenez la masse des Français, y compris dans leur division, je pense qu'il y en a très peu qui se satisfont de leur déclassement et du déclassement du pays. Certainement. Et ça, maintenant, tout le monde a bien compris ces deux choses. Et donc, une fois qu'on l'a compris, il y a le moment où on est dans le déni, il y a le moment où on est dans la colère, c'est le populisme. Et puis, une fois qu'on a sorti du déni et de la colère, on peut commencer à essayer de trouver des solutions constructives. Avec un obstacle réel pour Michel Barnier, on l'a vu sur le début du débat parlementaire sur le PLF et on le voit sur le projet de loi financement de la sécurité sociale, avec un bloc central qui n'est pas unifié, avec une absence de socle idéologique sur certains grands arbitrages, dont économiques. C'est vrai que la dissolution et les 2 mois de gouvernement démissionnaire, faut que de toute manière, une fois de plus, on a tout fait dans le mauvais ordre. C'est-à-dire que on a commencé par trouver un Premier ministre, ensuite on a essayé de trouver un gouvernement qui permettait de composer ce fameux... Mais sans que les ministres, sans que les profils sollicités pour intégrer le gouvernement ne connaissent les grandes lignes de la politique à venir. Et sans qu'on ait jamais discuté justement de cette ligne politique. Donc aujourd'hui, c'est pas un gouvernement de coalition, puisqu'il n'y a pas de programme de cette coalition. Donc, une cohabitation ? Ça serait une cohabitation, comme certains le disent ? C'est forcément une forme de cohabitation, puisqu'on le voit bien, Emmanuel Macron se conduit comme un président à cohabitation, puisqu'il s'est réfugié dans le domaine réservé et qu'il ne touche plus la politique intérieure. Donc ça, c'est la caractéristique d'une période de cohabitation. On sait que de toute manière, c'est quelque chose de provisoire. Ce qui est important, c'est qu'on arrive à faire progresser le débat sur la suite et la reconstruction. Et moi, je suis persuadé que la France en a vraiment les moyens. Ce qui manque, c'est la volonté, l'état d'esprit. Mais là encore, on peut y arriver. On l'a vu avec les Jeux Olympiques. C'est quand même absurde de dire pourquoi est-ce que, par exemple, ce qu'on fait pour le sport, on refuse de le faire pour l'économie et le pays ? C'est quand même bizarre. Et c'est la même chose pour les jeunes. On accepte de soumettre des jeunes à des régimes presque de semi-professionnalisme à 12 ans pour le foot, mais on ne peut pas leur demander un effort dans un établissement scolaire. Le reste. Et Dieu sait que j'aime le foot et le sport. Donc c'est pas faute de pas aimer le foot. Mais je me dis que Nicolas Bavrez qui parle de sport, c'est assez inattendu quand même. Écoutez, voilà, on innove sur Europe 1. C'est aussi dans notre ADN. Le reste est dans Sursaut aux éditions de l'Observatoire. Merci infiniment, Nicolas Bavrez. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct sur Europe 1. Merci Jean-Michel Salvatore. Merci Olivier d'Artigol. 19h55 dans un instant le journal et à 20h10 l'ancien ambassadeur de France en Algérie, Xavier Driancourt. À tout de suite sur Europe 1.